Un mot sur le titre. Donc, j'ai choisi de parler des perspectives heuristiques, c'est-à-dire en quoi la technique numérique favorise de nouvelles découvertes, et des questionnements épistémologiques, à savoir quel type de connaissances les procédés numériques nous donnent-elles accès et quelle valeur donner à ces connaissances. Je n'ai pas la prétention de balayer toutes les perspectives heuristiques et tous les problèmes épistémologiques. Je me bornerai à mon humble expérience. Donc, je vais essayer de tenter de donner une première réponse à la question qui est la question de cette journée, à savoir ce que nous pouvons scientifiquement attendre du numérique. Et je tenterai de montrer par là comment les humanités digitales contribuent à résoudre l'ancienne question qui oppose sciences de l'esprit et sciences exactes. En particulier, je chercherai à montrer que, dans l'économie de cette communication, que l'objectivité prétendue des humanités numériques est un mirage et que l'interprétation joue un rôle essentiel dans la production des connaissances et qu'il y a une dimension collective de la recherche qui est un défi inspirant de nouveaux chemins, horizons heuristiques. Et je vais structurer mon intervention sur 4 points que vous voyez ici, autour de 5 notions que j'ai appelées, c'est les 5 notions que j'ai choisies pour désigner ce qu'on peut percevoir de l'univers digital. Et je vous partagerai avec vous un retour d'expérience sur les projets que j'ai travaillés avec 2 exemples seulement. Alors, je voudrais commencer par une image virtuelle que vous pouvez évoquer tous parce que c'est dans notre imaginaire, c'est un topos de la science-fiction, à savoir la scène de l'expert génial qui arrive à un moment donné du film et qui tapote sur un clavier, on voit des codes, des lignes de code qui descendent dans l'écran et voilà, le tour est joué, on a fait des choses extraordinaires en quelques secondes. Donc, on a sauvé le monde. Alors, on reconnaît dans cette situation topique 2 éléments recourants. Le premier, c'est la performance de la machine. On peut pénétrer dans les méandres des services secrets, désamorcer une bombe nucléaire ou pirater un réseau de banque. Et l'autre, c'est l'expertise de celui qui connaît ces choses un peu ésotériques et qui, on dirait, investit d'un super pouvoir, comme un super-héros, un magicien. Alors, cette image, il me semble qu'elle peut rappeler bien ce qu'on pensait des humanités numériques, comment elles étaient perçues par nombre de chercheurs, c'est-à-dire le fait qu'ils offrent implicitement la promesse d'un super-pouvoir, le fait de explorer un corpus en un clic, voir toutes les œuvres d'un auteur, d'un siècle, d'une période, voilà. Donc, ne plus renoncer à l'exhaustivité, hein, c'est ce qu'on apprend à renoncer. Donc, le numérique promet des perspectives heuristiques infinies, un horizon inconnu, la nouveauté, l'inattendu. Et on peut la comparer à une de ces boîtes magiques qu'on voit toujours dans les films, comme si c'était des clés qui ouvrent des mondes exceptionnels, mais on n'a pas la clé. On ne sait pas comment la faire fonctionner. Bon, en réalité, on sait très bien que la machine n'a rien de magique et qu'elle fait ce qu'on lui demande. Néanmoins, même si elle ne donne peut-être pas des super-pouvoirs, elle nous donne quand même un nouveau pouvoir, c'est le pouvoir de changer notre regard sur le monde. De même que les lunettes astronomiques de Galilée lui ont permis de voir au-delà du possible de l'époque, les humanités numériques posent un nouveau filtre entre nous et le monde et elles changent notre perception de la réalité et par conséquent, elles peuvent changer aussi nos horizons. Et pour décrire donc, les changements apportés par le numérique, j'ai choisi ces 5 notions, vitesse, étendue, fluidité, relation, exactitude, qu'on pourrait regarder comme les 5 éléments formant le prisme à travers lequel on voit
l'univers digital. C'est un choix assez arbitraire, dicté par la nécessité de synthèse et qui n'a pas de prétention à l'exhaustivité. Alors, très vite, vitesse, c'est le premier élément qui émerge lorsqu'on pense au numérique, dans la mesure où, en quelques clics, on peut obtenir des réponses incroyable. Donc, le temps de la recherche a radicalement changé. Il s'est rétréci en raison de cette vitesse, de cette capacité de balayer plusieurs ouvrages à la fois, aller dans des archives et pouvoir donc faire des recherches très vite. Et puis, il s'est épaissi en raison du rythme du chercheur, parce qu'il vit dans un rythme frénétique. On publie des milliers d'articles scientifiques par jour, diffusés dans les revues numériques, les blogs, les carnets. On est hyper sollicité par les réseaux sociaux, ce qui incite à réagir dans une vitesse vertigineuse, ce qui change aussi notre rapport à l'espace, qui est mon deuxième élément, l'étendue. L'étendue est la propriété fondamentale des corps d'être situés dans l'espace et d'en occuper une certaine partie. Or, dans le numérique, l'étendue vole en éclats, elle devient perméable, élastique, ce qui modifie aussi la perception des distances et de l'espace. Dans l'univers numérique, les distances géographiques sont effacées. On peut être à Paris et consulter les archives numériques du New York ou être à plusieurs colloques à la fois, avec Twitter. Les étendues disciplinaires, des aires disciplinaires aussi deviennent élastiques, elles s'élargissent, elles s'entrecroisent dans de nouveaux territoires transdisciplinaires. Donc ces étendues perméables et élastiques créent un environnement nécessaire pour le développement d'une science sociabilisée, ce qu'on appelle la e-science ou l'open science ou la science 2.0, qui dépasse les frontières géographiques et disciplinaires, mais également sociales, avec des formes de sciences citoyennes ou participatives dans un mode de dialogue fluide. Et justement, la fluidité, c'est la propriété dynamique essentielle qui permet la navigation dans ces espaces, la circulation entre les territoires, d'une discipline à l'autre, d'une archive à l'autre, d'une source au corpus, d'un détail à l'ensemble. Et cette fluidité concerne également les médiums. On passe d'une façon presque ludique du verbal au visuel, des mots aux images. On peut en quelques clics transformer des tonnes de livres en un graphique. La fluidité est la condition nécessaire pour qu'une communication parfaite puisse être établie entre systèmes, entre plusieurs systèmes. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, à savoir la capacité des appareils à opérer ensemble, mon maître des humanités numériques, qui fondent le principe de l'approche opérationnelle, c'est-à-dire une approche liée à l'exploitation des données chiffrées en vue d'une production. Ce qui nous amène à nos derniers deux points. Relation. Alors la relation structure l'espace ontologique des objets dans l'univers du web. Les humanités numériques créent un monde fait de relations dans lequel l'objet en soi n'a plus de sens. Les objets acquièrent de sens seulement dans un réseau. Ils sont toujours relatifs et sont étudiés dans des ensembles toujours plus grands. C'est d'ailleurs le principe de ce qu'on appelle la distant reading, c'est-à-dire la mise en relation de données qui révèle des liens jusqu'alors invisibles à l'œil nu du chercheur. La relation, l'interconnectivité, le réseau, le network sont à la base d'un nouveau mode de production pour des produits générés collectivement à l'aide de logiciels d'écriture collaborative comme Google Drive par exemple, et qui portent l'étiquette d'un collectif. Dans ce monde de relations, l'individu trouve son essence seulement dans l'ensemble des rapports avec les autres, une transindividualité, dirait Simondon, et la place du chercheur se situe au croisement des relations entre d'autres chercheurs, d'ingénieurs, d'étudiants et du grand public. Cette dimension du travail collectif ou d'intelligence collective questionne entre autres la place de l'individualité du chercheur et de sa personnalité, de sa personne et de sa subjectivité.
Et enfin, l'exactitude, à savoir une sorte de veracitas machinae, à l'instar de la veracitas dei de veracitas naturae de Bacon ou veracitas dei de Descartes. C'est un effet de vérité qui est donné par l'algorithme, ce mythe de l'algorithme tout-puissant. La machine permet de calculer, de mesurer, donc de tester des hypothèses en vue de produire des connaissances dont les résultats sont répétables. Et l'aspect quantitatif prime désormais sur l'aspect qualitatif. On peut connaître avec exactitude la liste des verbes utilisés par un auteur, quantifier les occurrences ou les co-occurrences de mots, mesurer le temps de parole d'un personnage dans un roman, etc., ou dans plusieurs romans, etc. Et dans cette exactitude par les chiffres, prend forme un mirage d'objectivité, la promesse de pouvoir éviter les limites de la perception subjective et de tirer de la machine un savoir et des connaissances fidèles et exactes. Alors j'arrive à ma troisième partie, c'est-à-dire sur mon retour d'expérience sur deux exemples, Hopeville et Vespes. Dans l'idéal, j'aurais dû en faire 5 pour commenter ces 5 points. Je n'aurai pas le temps de tout faire, donc je vous propose seulement 2 de ces projets auxquels j'ai travaillé et donc pour commenter les 2 derniers points, relation et exactitude. Donc voici le premier exemple. C'est un projet Discours sur la danse. C'est un projet que je coordonne avec Delphine Vernozzi au sein du LABEX Hopeville, l'Observatoire de la vie littéraire de Paris-Sorbonne. Et c'est un projet qui réunit une quinzaine de chercheurs passionnés et volontaires avec l'ambition d'explorer les discours critiques de la danse au XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il naît initialement dans un domaine littéraire et ensuite philosophique et dans un programme de recherche que j'ai appelé Herméneutique de la danse, un partenariat avec plusieurs institutions, le Centre national de la danse, l'Université de Genève, l'Université de Bologne, et programme qui est lié à un carnet scientifique, donc sous la plateforme Hypothèse, dont vous voyez une capture d'écran, et auquel sont liées plusieurs publications, dont 2 que vous voyez, dont 2 parutions, 2 autres sont prévues. Alors, 2 objectifs principaux de cet axe du projet. Réunir pour la première fois un vaste corpus d'écrivains et philosophes de la danse dans des éditions numériques et savantes en hypertexte, donc avec tous les problèmes de ce que c'est l'édition numérique, et expérimenter des logiciels pour analyser le corpus, donc principalement lecture à distance, fouille de texte et visualisation. Alors l'enjeu, pour ce qui concerne le volet herméneutique, est d'utiliser la technologie numérique pour tester des hypothèses à propos de 2 axes. Explorer, premièrement, la question de l'identité culturelle de la France et de sa confrontation avec l'Italie à travers les querelles esthétiques sous la danse. Donc toute la question de l'idée de nation, les ballets de nation, le corps comme vecteur d'identité. Et puis le deuxième, étudier la relation entre performance et texte verbal, c'est-à-dire en quoi la machine peut nous aider à trouver dans les mots, dans les verbes d'action, des éléments utiles à modéliser le mouvement et donc la danse, récupérer la danse. Donc sur ça, on a fait un projet pilote sur Gennaro Magri et donc des vidéos sont en cours de publication. Alors les horizons heuristiques de ce projet s'inscrivent dans le modèle d'utilisation, disons, canonique des humanités numériques, c'est-à-dire valorisation de sources par la numérisation et expérimentation pour valider ou invalider des hypothèses. Donc plus ou moins un modèle théorico-centré. Les données élaborées à partir d'un corpus numérisé, vous le voyez à l'écran, même s'il est là-haut, même si l'interface n'est pas complète, elle ne nous permet pas
de voir tout ce qu'il y a derrière, les recherches qu'on peut faire, ce qui ouvre une petite parenthèse sur la question des interfaces, sur l'importance sur la distance qu'elle crée entre le chercheur et la source. Donc, les données élaborées à partir de ce corpus fournissent des informations chiffrées qu'on utilise pour créer des connaissances. La question épistémologique est de savoir quelle valeur donner à ces connaissances. C'est-à-dire, peut-on parler de connaissances objectives seulement parce qu'elle est exacte? Je vais vous faire un exemple d'une recherche que nous avons faite. Avec l'équipe du projet, on a voulu tester une hypothèse concernant les références théoriques mobilisées pour légitimer les discours, légitimer le statut de la danse en tant qu'art d'imitation. Alors, c'était, disons, une recherche un peu factice parce que, a priori, on savait que les auteurs s'étaient appuyés surtout sur les philosophes de l'Antiquité. Donc, on s'attendait à une réponse, voilà, on s'attendait à Aristote, de voir Aristote ou un match serré entre Aristote et Lucien. Donc, nous avons lancé la recherche dans les index et surprise, le premier nom de la liste était Voltaire. Bon, quelle valeur donner à ces résultats? Nous étions face à un dilemme. Faut-il mettre en question les acquis de l'ensemble de la communauté scientifique sur cette question, des spécialistes qui étaient d'accord sur la théorie préalable, ou alors la machine s'était trompée? Alors, ni l'un ni l'autre, évidemment. En réalité, les tests suivants ont révélé que les paramètres du corpus n'étaient pas justes parce qu'il était chronologiquement trop large. Et puis, surtout, grande question, c'était que effectivement, Aristote, c'était la référence centrale, mais Aristote, il ne fallait pas le chercher à travers son nom, parce que Aristote est ipse dixit, on ne le nomme pas forcément, mais il fallait le chercher à travers des noms qui étaient liés à ces théories. Par exemple, unité. Alors, il fallait savoir que unité, par unité de temps ou unité dramaturgique, faisait référence, mobilisait une constellation conceptuelle qui faisait référence à Aristote. Donc, donc il fallait le savoir, il fallait le marquer pour pouvoir arriver à Aristote. Donc, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'ontologie d'un corpus, c'est-à-dire l'étiquetage des objets par des champs sémantiques destinés à décrire leur monde à partir d'une théorie préalable. Construire une ontologie signifie penser des objets dans leurs relations, donc Aristote et unité, et les taguer afin de permettre de lancer des recherches pertinentes et trouver, par exemple, unité de temps quand on cherche Aristote ou l'inverse. Donc l'ontologie, c'est une structure formidable qui nous permet de faire des recherches pertinentes, qui permet l'interopérabilité entre les systèmes, entre les bases de données, mais c'est un choix d'interprétation qui relève de l'humain. Elle présuppose un travail herméneutique à la base pour décrire le monde qu'on veut étudier dans un contexte précis. C'est-à-dire qu'en physique ou dans un corpus de physique ou de musique, on ne va pas marquer, on ne va pas lier unité avec Aristote, unité de temps avec Aristote, c'est un autre sens. Ce que je veux souligner avec cet exemple, c'est que les données ne sont pas une base objective, ne sont pas les bases pour une connaissance objective, elles sont des objets herméneutiques qu'il faut interpréter. Et quant à la promesse des humanités numériques à pouvoir se libérer de ce qu'on appelle les limites de la subjectivité, là encore, il reste des domaines dans lesquels la subjectivité est nécessaire, comme par exemple la question de l'ironie. La machine n'a pas encore réussi à détecter l'ironie. L'algorithme doit laisser le pas à l'humain. Alors, je vais passer à mon deuxième exemple, c'est VSpace, donc un projet développé en Louisiane par Jeffrey Leachman en partenariat avec l'Université de Nantes et le Centre CETEFI, dirigé par Françoise Rubellin, avec une équipe formidable formée d'un collectif fortement interdisciplinaire, dont vous voyez la photo à l'écran, là-haut. Donc, l'objectif de ce projet
est d'explorer l'usage des technologies des jeux vidéo pour permettre une expérience sensorielle en 3 dimensions, donc en réalité virtuelle, d'un spectacle de la foire du XVIIIe siècle. Donc entrer dans la peau du spectateur et voir et agir dans un environnement reconstitué et interactif. Donc l'enjeu est de reconsidérer les méthodes de l'histoire culturelle et de l'enseignement aussi de l'histoire culturelle, c'est-à-dire peut-on, au lieu de lire une pièce de théâtre, la vivre, la découvrir en tant que spectateur dans son environnement matériel, sonore et social aussi, donc dans l'interaction. Alors, les enjeux épistémologiques par lesquels je suis concernée, liés à ce projet, sont liés à la relation entre le texte et la performance, entre l'usage des sources et ce qu'on voit apparaître à travers la modélisation. C'est-à-dire comment faire pour que l'utilisateur puisse, disons, pour éviter le risque que cet environnement soit considéré comme une vérité historique ou alors que c'est seulement le résultat d'une série d'hypothèses. Parce que pour le manque des sources, pour l'écart entre le verbal et le visuel, etc. Alors, pour arriver à un projet si complexe, il a été nécessaire de mobiliser des compétences très variées, issues de domaines très pluridisciplinaires, historiens, architectes, experts de jeux vidéo, philosophes, etc. Et surtout que ces compétences puissent dialoguer entre elles, et pour qu'ils puissent se connecter dans le but de trouver des solutions nouvelles. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective ou connective dans leur capacité d'établir des connexions entre les idées et les ressources. Et c'était essentiel dans ce projet comme dans les autres projets, mais encore plus ici. Alors ce caractère de collectif, ce mode relationnel des humanités numériques, pose des questions ontologiques sur l'homme, sur son individualité, sur son rapport à la collectivité, et pour le chercheur, sous la question de l'autorialité ou la propriété intellectuelle, enfin, qui a trouvé quoi, qui a écrit quoi, etc. Alors, à la lumière de cette expérience dans ce projet, je dirais que le mode relationnel, ce caractère collectif, est une force des humanités numériques. Et pourquoi ? D'abord parce que les humanités numériques fournissent un formidable terrain neutre de travail où on peut dépasser les hiérarchies traditionnelles pour établir des relations interdisciplinaires fécondes. Par exemple, dans les réunions de travail, il n'y a plus le professeur, le doctorant, le docteur. Il y a des idées, il y a des compétences. Et ça, c'est formidable. Et deuxièmement, parce que dans ce terrain neutre, les humanités numériques nous permettent d'expérimenter de façon structurée les modes de pensée de l'intelligence collective, que je définirais comme la faculté qui émerge de la synergie intellective entre plusieurs individus et dont les capacités et les résultats dépassent de façon surprenante les capacités singulières des individus qui la composent. Alors l'intelligence collective, ce n'est pas une nouveauté, on a toujours eu des intelligences collectives, seulement que parfois les résultats étaient présentés comme le résultat d'un seul individu, le chef du labo par exemple, alors que dans les projets d'humanité numérique, cette intelligence collective est affichée et il y a une volonté de montrer les résultats d'un collectif. Alors, faire émerger une intelligence collective, arriver à établir une synergie intellective, comme je disais, c'est-à-dire c'est un défi, et je tiens à cette expression synergie intellective, c'est-à-dire synergie à action coordonnée de plusieurs éléments dans un but commun, et intellective dans sa faculté de concevoir et de comprendre. Et c'est un défi parce que les chercheurs ne partagent pas le même langage, les mêmes procédés de pensée ni la même méthodologie. Et le plus grand écart, on le constate entre chercheurs et ingénieurs. Le chercheur travaille par hypothèse, il avance dans la sémantique, il travaille dans l'abstrait, dans le qualitatif, alors que l'ingénieur, il travaille dans le géométrique,
dans le concret, dans le quantitatif. Et pour qu'on puisse véritablement engager un dialogue créatif entre des dimensions si éloignées, pour qu'une véritable synergie intellective puisse être établie, il est nécessaire de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, de sa propre discipline et d'aller vers l'autre pour que de nouveaux horizons puissent être ouverts. Alors, j'en arrive à ma conclusion. 3 idées pour une boîte magique. Pour conclure, je voudrais tenir ma promesse d'esquisser donc une réponse à la question « Que pouvons-nous scientifiquement attendre du numérique ?» Et je voudrais le faire à partir de cette image qui illustre une annonce de recrutement dans le Media Lab de Sciences Po de Paris. Alors, comme vous le voyez, on utilise ici les Lego des personnages de Star Wars. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont les soldats de la première révolution qui finissent pour servir l'Empire, à savoir une dictature, c'est-à-dire ce sont les méchants. Alors, les implications sémantiques de ce choix sont sans ambiguïté. L'analogie avec l'histoire de l'Empire, et entre l'histoire de l'Empire et l'histoire des humanités numériques est patente. Et effectivement, ça nous fait réfléchir. On peut se demander, même si elle est inscrite dans l'ironie, bien sûr, mais on peut se demander, compte tenu de l'émergence exponentielle des projets numériques voulus par l'institution, alors s'agit-il encore d'une révolution dans laquelle nous sommes, ou bien les humanités numériques sont devenues un rouleau compresseur en train d'installer un nouveau régime de recherche qui soumet tous les laboratoires à l'empire du algorithme. Alors, je caricature des positions de méfiance vis-à-vis des humanités numériques, en particulier aux États-Unis, où un débat est en cours. On parle de la faillite des Digital Humanities. Alors, de ce filon, on peut citer l'article de le pamphlet de Stephen March, Data is not literature, Against Digital Humanities, de 2012. Cet article formule certaines craintes des chercheurs vis-à-vis des humanités digitales et qui argumente en faveur, en défense d'un modèle traditionnel de la recherche. Et il prétend que les procédés des humanités digitales, avec ces lectures à distance, constituent une sorte de développement algorithmique et inhumain dans l'étude des œuvres de l'homme, et il nous met en garde contre une déshumanisation des humanités. Ce qui donne un peu froid dans le dos l'idée qu'un monde soit complètement dominé par les machines, ou même les sciences et l'esprit seraient désormais déshumanisés. Alors, devons-nous nous attendre à ce qu'on perde l'humanité des humanités? Alors, je vais répondre avec 3 idées. La première est que dans le processus d'une connaissance, la dimension interprétative est centrale, comme j'ai voulu le montrer, qu'il s'agisse en amont de définir une ontologie qui donne du sens à des objets dans son contexte, ou en aval d'interpréter des données pour leur donner du sens. Les données ne disent rien en elles-mêmes, ou mieux, elles peuvent être utilisées pour démontrer tout et n'importe quoi. Donc ça relève comme du concepteur ou de l'homme, de celui qui interprète. Dans ces termes, le rôle de l'humain est encore plus central et plus puissant qu'avant, puisque l'interprétation est au cœur de ce nouveau savoir. Des savoirs qui ne sont pas du tout le produit d'une machine, mais l'interprétation d'une pensée créative et collective. Et j'irai plus loin, on peut s'attendre à ce que ces modèles herméneutiques aient un impact sur les sciences de la nature, et plutôt qu'à une mathématisation des humanités, on puisse assister finalement à une humanisation des sciences exactes, à une humanisation des sciences tout entières. Et ça, c'est mon premier élément de réponse. La deuxième idée est que nous ne connaissons pas le potentiel énorme des humanités numériques, qui ne se limite pas, bien sûr, à des procédés de lecture à distance.
l'ordinateur implique un mode de pensée. Il ne s'agit pas seulement de méthode. Il oriente les questionnements et assujettit la pensée et façonne le monde dans lequel nous vivons. Vu à travers ce filtre, le monde nous apparaît différemment, comme on l'a vu, dans une vitesse vertigineuse, son étendue élastique, perméable, formée de propriétés spécifiques telles que la fluidité, la relation, l'exactitude. La technique numérique est potentiellement porteuse d'une révolution créatrice, pour paraphraser Bergson, qui permet de voir autrement, de loin, à plusieurs, d'expérimenter les potentialités de ce que j'ai appelé la synergie intellective et par conséquent de voir autre chose dont la nouveauté est inventée. Et enfin, dernière idée, sur la question de ce qu'on peut attendre. Ce verbe attendre présuppose une attitude passive, alors que je souhaiterais qu'on se positionne dans une attitude active et plutôt que se demander ce qu'on peut attendre, on se demande ce qu'on peut faire, ou mieux, ce qu'on veut faire avec les humanités numériques. Comment voulons-nous transformer la recherche? Qu'envisageons-nous de cette relation entre la technique et les humanités? Et pour cela, je reviens à ma première image, celle de la boîte magique. On sait qu'elle peut faire des choses extraordinaires, mais on ne sait pas comment. Eh bien, pour qu'elle puisse révéler son potentiel, il faut savoir l'ouvrir. Il faut avoir les clés, apprendre à la faire fonctionner pour pouvoir l'exploiter. Les lunettes astronomiques de Galilée lui ont permis de voir au-delà du possible de l'époque, mais c'est Galilée qui les a modifiées. Donc, pour imaginer ce qu'on ne peut pas imaginer, pour imaginer ce qu'on ne peut pas imaginer quand on ne sait pas, on a besoin de connaître. Les humanités numériques ont un potentiel de transformer radicalement notre façon de comprendre le monde et la société. C'est une matrice et il faut apprendre à la maîtriser. Et c'était mon dernière idée. Je vous remercie pour votre écoute.